J'ai dérangé beaucoup de monde et je vais continuer à le faire par le rire, parce que je pense que c'est comme ça que eh bien, je m'exprime le mieux, c'est mon travail. Bien évidemment, je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite, et je pense que c'est à la justice de le dire. Elle l'a dit à Bruxelles récemment, elle l'a dit de manière majoritaire dans tous les comptes rendus de justice. J'ai eu des condamnations aussi. Bon, aujourd'hui, en tout cas, une page se ferme. Quant à moi, je passe à autre chose. Je considère qu'il est absolument essentiel que nos concitoyens sachent exactement de quoi nous parlons. On dit Dieudonné, Mbala, antisémite. De quoi s'agit-il réellement? Quelle est cette longue descente et progressive descente aux enfers de ce personnage qui était un authentique militant antiraciste pour lequel nous nous sommes battus, nous, à la LICRA, lorsqu'il était candidat à Dreux. Nous sommes allés l'aider lorsqu'il avait maille à partir avec le Front National, alors qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est le parrain de sa petite fille. Alors, je voudrais rapidement, je vous rassure, narrer ce long périple qui nous conduit à cette journée surréaliste d'hier. À l'origine, on a donc un véritable militant antiraciste. On se souvient de son véritable humour avec son comparse. Et effectivement, tout le monde saluait cette France multiraciale, avec le juif, le noir, qui effectivement se moquait absolument de tout le monde. Il y a eu un événement marquant, on y reviendra peut-être, c'est la volonté de Dieudonné Mbala, et il avait raison, et nous étions à ses côtés, de redonner des lettres de noblesse et effectivement d'enseigner ce qu'a été l'esclavage et la traite négrière. C'est tout ce travail qu'il a voulu faire pour monter un film sur le Code noir, ces lois abjectes du milieu du XVIIIe siècle sur le statut des esclaves, et il n'a pas trouvé l'argent. Et à partir de là, il est parti dans un délire absolument surréaliste, c'était la faute des Juifs. Et on le voit à partir de 2002, ses premières déclarations dans un journal qui est d'ailleurs lyonnais, qui est Lyon Capitale, ses premiers propos, je crois qu'il faut un verbatim pour bien comprendre. Pour moi, les Juifs, c'est une secte, une escroquerie, c'est une des plus graves parce que c'est la première. Les premières poursuites, j'y étais, il a eu l'écoute attentive des magistrats, il a été relaxé, il va nous falloir 5 années de procédure pour le faire condamner pour ses propos en 2007. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, en 2003, il y a l'émission chez votre confrère Fogiel. Vous vous souvenez, Dieudonné, déguisé avec ce chapeau, ses papillotes, etc. Et puis déjà, ce bras levé, vous savez, Israël, qu'on n'a pas réussi à faire condamner, parce qu'à cette époque, les juges considèrent effectivement que voilà, c'est tendancieux, mais la liberté de l'humour. Et alors là, c'est la stratégie des marches. Vous savez, il a testé un petit peu, il a vu jusqu'où il pouvait aller. Et jusqu'où il pouvait aller, c'est le journal du dimanche, 8 février 2004. Les Juifs sont tous des négriers reconvertis dans la banque. Alors là, les juges disent non. À partir de ce moment-là, c'est condamnation. Et puis, on va continuer avec une conférence de presse à Alger, où pour la première fois, il parle de la pornographie mémorielle. Et la même année, il donne son lexique. Je le cite, « Je vous le dis, je ne prononce pas le mot juif. Après mes différents procès, j'ai compris qu'il pouvait y avoir interprétation sur ce mot, alors que sur sioniste, il n'y a pas d'interprétation possible. » Et là, nous en arrivons au zénith. Vous voyez cette descente. Le zénith, c'est faire monter Forisson sur la scène. Nous sommes en 2008, avec son comparse déguisé en déporté, avec l'étoile jaune. Et là, c'est insupportable, évidemment, pour les victimes de la Shoah. Et puis on continue avec Shoah Nana, cette chanson avec son lexique, les traits pleurnichards, commerçants de la Shoah, quelques obscènes marchands, prêts à vendre leur dignité pour quelques billets. Et puis, de la même année, ça c'est les dernières condamnations, ces propos, il faut les entendre tout de même, ces dernières condamnations. Les Juifs, ces chiens, les gros escrocs de la planète. Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France. Ils nous ont tout fait, ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont mis à l'écart, à l'état d'esclaves, ils nous ont colonisés, c'est tout. C'est une vérité, et dire le contraire, c'est avoir peur, mais on n'a plus peur, ils nous ont tout fait. Maintenant, de toute façon, la mort serait plus confortable que la soumission à ces chiens. On n'a pas à se soumettre, il faut arrêter, il faut avancer. Et quel est le stade suivant? Et j'en ai terminé. Si vous voulez poursuivre... Revenons à l'antisémitisme. Moi, je voudrais qu'on le... Attendez, laissez-moi terminer. Je voudrais qu'on le définisse. Je vais vous donner un certain nombre de propositions politiques qui ont toutes été diabolisées au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Première chose, le droit au retour des Palestiniens.
Est-ce qu'il est moralement acceptable? Excusez-moi, Ah non. s'il vous plaît, juste, oui, mais ce sont des oppositions, ce sont des positions qu'on diabolise au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Excusez-moi, on est sur le discours de l'antisémitisme. Mais c'est quoi? Je demande de définir l'antisémitisme. Sur les Palestiniens. Oui, mais non. Pourquoi les Palestiniens? On est en France sur le combat de l'antisémitisme et vous nous emmenez chez les Palestiniens. Mais non, je l'emmène sur le discours. Non, je parle du discours en France sur l'antisémitisme. Terminez votre réflexion, c'est Jean l'importation Bricmont. de ce conflit qui a mené... Voilà. Sinon, oui, non, mais allez-y. Si. Terminez votre réflexion. Nous sommes des démocrates. Écoutez, vous avez présenté toute l'histoire de Dieudonné de façon extrêmement biaisée. Je pourrais y répondre. Je voudrais répondre sur la question de l'antisémitisme. Moi, je sais que moi-même et d'autres personnes sont attaquées pour antisémitisme parce qu'ils posent la question du droit au retour, qui évidemment met en question la légitimité d'Israël comme État homogène juif. Et s'ils disent, voilà, si les gens peuvent revenir chez eux, soi-disant après 2000 ans, pourquoi d'autres ne peuvent pas revenir après 50 ou 100 ans dans leur terre? Quel est le principe? Première question. Si on dit que c'est antisémite, tout le Moyen-Orient, à part Israël, est antisémite, parce que tout le monde est d'accord avec ça au Moyen-Orient. Si on dit que tous les êtres humains sont égaux, on pourrait penser que si Israël a des armes atomiques, alors l'Iran a le droit d'en avoir, ceux qui ne cherchent même pas à avoir, mais on les accuse d'en avoir, on prend des sanctions. Mais je pose la question, laissez-moi... Mais non. Dites ce que vous pensez être l'antisémitisme. Non, je commence à poser la question. Mais la question est très... Ne me demandez pas. Je pose des questions. On n'a pas interrompu Jacques, qui a été très long. Et j'étais pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, sur tous les points je pourrais lui répondre. Donc, la question... Il y a des dates, des lieux... Oui, bien sûr, mais il y a des circonstances. Bon, ça commence bien. Bon, tu dis que j'essaye simplement de... Ça commence mal, terminé. Je pense que ça serait une très bonne solution. Laissez-le parler, Jean Bricmont. Vous avez la parole, terminez votre... Bon, j'espère qu'on décompte les arrêts de jeu. Donc, je disais que je donne des exemples. Le nucléaire iranien, le droit au retour des Palestiniens, la thèse de Mearsheimer et Walt, qui disent, et qui, à mon avis, ont démontré que la politique américaine au Moyen-Orient est due à la pression du lobby pro-israélien. Est-ce que c'est antisémite de défendre cette thèse? Est-ce que c'est antisémite de demander d'avoir un débat serein sur cette question, qui n'existe pas? Alors, on me parle, par exemple, on me parle du délire de Dieudonné. Moi, je veux bien qu'on parle de délire. Mais c'est trop facile d'attaquer des façons extrêmes de proposer certaines thèses quand on empêche les versions modérées, comme celle de Mearsheimer-Walt, en réalité d'être discutées. Et c'est la même chose qui se pose pour la France. Quels intérêts économiques, militaires, stratégiques français sont défendus quand Hollande va pratiquement à genoux devant Netanyahou, quand il est en Israël et qui dit que jamais, malgré toutes les difficultés, Israël n'a renoncé à la démocratie, etc., quand on voit le traitement de ces sous-hommes que sont les Palestiniens. Alors, je veux dire, non, mais je suis désolé, monsieur Tadei, je suis désolé, le problème de l'antisémitisme, il est là. Il est dans le fait que des quantités de questions concernant le pouvoir des milieux pro-israéliens et la politique étrangère de la France et la situation au Moyen-Orient, et pas seulement en Palestine, sont en pratique des débats impossibles, et tout le monde le sait. Et à cause de cela, évidemment, un certain nombre de gens deviennent antisémites, ça je ne conteste pas. Mais je vais... légitime, évidemment. Pardon ? Ce qui devient légitime, évidemment. Écoutez, la question de savoir ce qui est légitime ou pas, c'est une question que vous pouvez vous poser, mais moi je me pose la question des causes et des effets. Et je ne veux pas inverser la cause et l'effet. Vous parlez de Dieudonné. Vous dites qu'il a fallu des années pour le faire condamner. Mais on a arrêté, on a annulé ces spectacles. J'étais en Belgique quand on l'a fait. Et le Conseil d'État a interdit ça, mais on a voulu annuler ces spectacles. Quand il a fait le sketch chez Fogel, qui était un sketch sur les colons israéliens, qui n'était pas un sketch antisémite, qui ne parlait même pas du lobbying, rien du tout. Quand il est venu aller passer à Bruxelles, la police est venue vider la salle de spectacle Manu Militari, et on a reconnu par la suite que ce spectacle n'avait rien d'antisémite, il n'y a pas de poursuite. Et ils ont vidé la salle de spectacle. Alors la question n'est pas le droit de Dieudonné. Le droit de Dieudonné, laissons tomber. C'est le droit des gens. C'est le droit des gens. Attendez. C'est le droit des gens. C'est le droit des gens à aller le voir. Ce que je défends, c'est le droit des Français qui veulent le voir. Ce sont les gens qui ont choisi un type d'humour que d'autres ne choisissent pas. Si les gens trouvent drôle quand les Femen vont insulter les catholiques dans leurs églises, si les gens trouvent drôle quand Charlie Hebdo insulte, méprise les musulmans semaine après semaine, et je dis ça en étant athée. Ne relativisez pas tout. Et quand, je suis désolé, relativisez pas tout, quand on compare Dieudonné à Hitler, c'est banaliser Hitler. Quand on dit que Hitler et Dieudonné c'est pareil, comme on l'a dit récemment, eh bien, je considère que c'est banaliser Hitler.
D'accord. Si vous confondez les paroles et les actions, quelles que soient les paroles, alors vous êtes mal parti. Je vais vous dire, là maintenant, on a compris ce que vous disiez. Alors, Émilie Frèche d'abord, mais... Donc j'appelle Jean-Marie, c'était un dimanche. J'ai dit Jean-Marie, je vous dérange pas? Ah, je l'appelle Jean-Marie. Et il m'a dit non, pas du tout. Il me dit j'étais dans le jardin, en train de torturer un chat. Et je lui dis c'est bizarre, mais j'ai dit torturer tranquillement, je vous rappelle dans 5 minutes. Il m'a dit non, c'est bon, il est en train de sécher les tripes à l'air. On a 5 secondes, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors j'ai dit Jean-Marc, voilà, c'est le boycott, c'est la censure, je m'en sors pas, les mecs me crachent à la gueule, antisémite, nanana. Il m'a dit oui, je connais. Déjà, on avait un point commun, c'est clair. Il m'a dit, mais je suis pas sûr qu'un rapprochement, ça relance votre carrière. Ah, c'était pas faux comme analyse. Alors, j'ai dit non, mais on pourrait faire un truc, voilà, est-ce que vous voudriez être le parrain de mon enfant? Alors il m'a dit, mais vous êtes chrétien, je croyais que vous étiez musulman. Alors j'ai dit, je sais pas. Il faut être chrétien pour baptiser un enfant, obligatoire. Ça, c'est un truc que je savais pas, ça. Alors j'ai dit, je dois être chrétien, je m'appelle Dieudonné. Ah, qu'est-ce que je peux faire de plus, moi? Faire enculer par un curé? Alors il m'a dit... Pardon, parce que moi je suis allé voir les spectacles en question. Enfin, j'en ai vu 2. Un qui s'appelle, c'était affreux, c'était, comment il s'appelait, le premier là. Je m'excuse, je perds mes moyens. Mes excuses. Je pensais naïvement qu'il allait faire ses excuses, vous voyez, comme j'étais abruti. Bon. Et qui m'a mis hors de moi. Et ce que je voulais vous dire, et c'est ça tout le problème avec Dieudonné, c'est que tous ces propos, en dehors de ceux des interviews que vous avez cités en long, en large et en travers, vous avez tout à fait raison, et qu'il faut répéter à tous les gens qui vous écoutent. Tout à fait d'accord. Mais il n'empêche que les gens qui vont voir le spectacle, ils vont pour rigoler. Ils sont sincères quand ils disent c'est du 13e degré, c'est tellement énorme que vous pensez pas quand même pas qu'on y croit, vous me prenez pour un idiot, vous croyez que je suis lobotomisé, mais je suis pas antisémite. Et ils continuent là-dedans. Et puis doucement, je les vois basculer. Parce que je les ai vus basculer, moi, les camarades des années 80 dans l'antisémitisme que j'ai pu connaître à cette époque. Bon, je m'arrête là, je continuerai plus tard. Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez pas nier comme ça la réalité de l'antisémitisme. Jean-François Kahn. Pas la réalité, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on utilisait l'arme de l'antisémitisme pour faire taire des vrais débats. Et qu'à partir du moment où on fait ça, il ne faut pas se plaindre si après l'antisémitisme monte. C'est tout. Voilà, on a compris ce qu'a dit Jean. Sur le vrai antisémitisme. On a le droit d'aller voir qui on veut à n'importe quel moment. Mais je pense qu'il faut plutôt aller au-dessus et regarder le 3e degré de Dieudonné. C'est ça, être en démocratie en réalité. C'est de respecter les autres citoyens qui ont le droit de pouvoir apprécier Dieudonné. C'est ça qui est important. Autrement, on est en dictature. Le fait de l'empêcher de travailler, c'est aussi empêcher de parler une minorité, aussi empêcher les gens de dire certaines vérités qui dérangent. En ce moment, en France, on a d'autres soucis plutôt que de venir s'occuper d'un comique qui fait dénoncer certaines choses qui sont quand même très, très réelles. On peut blaguer des Noirs, on peut blaguer des Arabes, on peut blaguer des Blancs. On a le droit tous à s'en prendre plein les dents, mais on peut pas blaguer des Juifs. On en a marre. Ce sont toujours les mêmes qui veulent détenir le pouvoir, le monopole de la parole. Quoi. Ce n'est pas un conseil d'État ne peut pas se réunir en un quart d'heure. Il y a 3 personnes avec le président, le vice-président et puis un avocat dire bon c'est bon l'affaire est bouclée. C'est pas possible. C'est un déni de démocratie. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a plus rien. Et les gens ils sont vraiment indignés. Comment on peut pas écouter autant de personnes? Dieudonné, il a le droit de parler, il a le droit de dire ce qu'il pense. Et c'est lamentable. Nous, on vient juste voir un spectacle, on ne cherche pas les ennuis ni rien, et voilà. Je pense pas que les 5000 personnes soient antisémites, simplement qu'ils apprécient son humour. Je suis venu voir un comique, moi, je suis venu, voilà, ni plus ni moins. Et là, de voir que c'est annulé, je trouve ça idiot. Idiot. Hector Balk. Oui. Au risque de choquer les gens qui sont là, mais vraiment, c'est pas du tout mon but, parce que je trouve qu'il y a une montée en puissance de qui va dire la chose la plus extrême. Les gens qui témoignent là en faveur de Dieudonné et qui disent qu'ils sont au 4e degré ou 3e degré, certains d'entre eux sont sincères. C'est une réalité. Il faut faire avec. Et on peut toujours faire une leçon, et je suis pour, et leur expliquer que Dieudonné ne pense pas ça. Mais le fait est que les propos théâtreux, j'insiste sur le mot, de Dieudonné sont pour la plupart ambigus. Ambigus, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans l'ambiguïté entre le 2e degré et le 1er degré.
Il y a tout pour prouver qu'on est au deuxième degré. Objectivement. Objectivement, ce ne sont pas des propos nazis. Ce sont des propos beaucoup moins graves que des propos nazis, mais beaucoup plus dangereux. Là est le paradoxe, parce qu'il marche à deux coups. C'est une machine de guerre à deux coups. Le premier coup, c'est j'ai dit quelque chose qui était ambigu. Ça veut dire à moitié je le pense, à moitié je ne le pense pas, et vous m'aurez bien compris. Ceux qui ont compris qu'ils le pensaient réagissent comme des fous, ils disent regardez, regardez, on peut même pas se moquer. L'autre il dit vous voyez, on peut même pas se moquer des juifs, c'est dégueulasse. Deuxième coup, il arrive et il dit vous voyez. Et tout d'un coup, il y a la communauté entière qui vient défendre les juifs qui se sont révoltés contre la partie non ambiguë de la parole ambiguë de Dieudonné, et le tour est joué. Et à ce moment-là, vous n'avez pas créé seulement les 200 nazillons qui viennent voir un spectacle nazillon. Ça serait un monde de rêve comme aux États-Unis. Vous avez 2 millions de personnes. D'abord, je voudrais que les gens se rendent compte que la censure n'est pas gagnante dans l'histoire. En 1966, 2 ans avant mai 68, le pouvoir gaulliste a voulu interdire La Religieuse, qui était un film de Jacques Rivette basé sur un roman de Diderot. Ils sont arrivés à l'interdire et aujourd'hui, vous pouvez les voir, c'était parce que c'était des relations entre femmes dans les couvents. Laissez-moi terminer. C'était des relations entre les femmes dans des couvents où une femme était forcée d'être enfermée dans un couvent. Il y avait des relations plus ou moins amoureuses, plus ou moins sadiques, etc. Et maintenant, vous allez voir la vie d'Adèle et vous vous rendez compte que toutes les censures sont mortelles. Alors, évidemment, le problème auquel me font penser, me font penser les associations antiracistes et les associations de lutte contre l'antisémitisme me font penser aux curés de ma jeunesse. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les curés de ma jeunesse, en Belgique, mais aussi en Italie, en Espagne et partout? C'était ceci. Ils disaient « Oh, il y a de l'impiété, il y a de la sexualité débridée, les mœurs, etc. » Tout fout le camp. Et ils n'arrêtaient pas de crier là-dessus. Ils interdisaient les tas de spectacles. Lisez Pour l'Italie de Jean-François Revel. Ils faisaient la pluie et le beau temps. Ils considéraient les choses scandaleuses. Et de leur point de vue, c'était tout aussi scandaleux que les spectacles de Dieudonné, le sketch chez Fogiel, etc. Et c'était la même chose. Et ce faisant, ils n'ont fait qu'augmenter la réaction contre leur censure, qui fait que maintenant tout s'est effondré. L'Église catholique n'a plus rien à dire dans notre morale. Et un jour, les organisations antiracistes seront dans la même situation. Ils pourront hurler racisme, etc. On leur dira écoutez, on dit ce qu'on pense. Et il y aura moins de racisme et moins d'antisémitisme. De la même façon qu'aujourd'hui, il est très difficile de parler aux jeunes et de les convaincre d'être anticléricaux. Les jeunes ne sont plus anticléricaux. Pourquoi? Parce que l'Église ne cherche plus à régler notre vie. Et le racisme... Je veux dire, quand un ministre de l'Intérieur commence son discours en disant il faut sauver la République en se battant contre ce qui la menace, et il dit Dieudonné et Soral, dans des discours, quand on organise des espèces de cérémonies PS de lutte contre le racisme, où défilent à la barre des gens qui m'attaquent comme Fourest au théâtre du Rond-Point, alors que je suis un marginal qui fait des vidéos sur un canapé Ikea sur Internet, c'est que c'est la République qui se pose le problème de dissidents qui commencent à les gêner. Ça ressemble beaucoup à la période de l'URSS sous Brejnev, où à un moment donné, les dissidents qu'on avait envoyés au goulag, enfin métaphoriquement en hôpital psychiatrique, on n'arrivait plus à gérer le problème par le silence et la violence et la menace, parce que j'ai eu droit à tout ça, hein, vous le savez, agression physique, contrôle fiscal, procès, boycott, et ça ne suffit plus. Donc les médias dominants, vous n'êtes pas le seul, là, j'ai une demande de complément d'enquête, ce qui est assez ironique, pour une interview. On voit que Rue 89 fait un sujet tous les 3 jours sur égalité et réconciliation, sur notre économie, sur notre clientèle, etc. etc. Tout ça n'arrive pas par hasard. Hein. Rue 89, alors, vous le savez, c'est les médias mainstream, hein. C'est le Nouvel Obs, etc. etc. Qu'est-ce qui dérange selon vous dans ce succès dans le fait que voilà, les vidéos de Dieudonné soient extrêmement regardées. 3 millions les vidéos de Dieudonné. Moi je fais 200 000 sur des vidéos très techniques, très longues, très intellectuelles entre guillemets. Ce succès de Dieudonné, pour revenir à lui en quoi il dérange? Il dérange parce que Dieudonné produit une critique radicale des dysfonctionnements du système qui est vraie et qui de plus en plus par son talent est comprise comme vraie par des gens de plus en plus importants. Quand ça touche que des marginaux ou une petite élite, le système ne s'en inquiète pas, mais là il y a un effet de masse, notamment la quenelle. La quenelle, quand on voit des gendarmes, des pompiers, des militaires, des étudiants, le petit peuple faire des quenelles à tout va, et que cette quenelle est un geste d'insoumission aux gens qui ont voulu soumettre Dieudonné, le pouvoir s'inquiète, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble aussi au bonnet rouge sur le plan syndical, c'est-à-dire quelque chose de pré-insurrectionnel, mais pas de manière violente en plus, par l'ironie, par le comique, par la dérision, ce qui est une dissidence d'une nouvelle forme. Et je suis fier que les Français, qui ont toujours été des novateurs en politique depuis la Révolution française, aient inventé cette forme moderne de dissidence et d'insoumission
qui est la dissidence Dieudonné, c'est-à-dire par l'humour, la moquerie, et pas par la violence, la haine, etc. De ce point de vue-là, les gauchistes sont des ringards totaux. Ils sont encore sur l'antifascisme, comme si Hitler voulait renvahir la Pologne, en nous faisant croire que... Imaginez le raccourci aujourd'hui du pouvoir, c'est dire Dieudonné, c'est Hitler. Comme si Dieudonné voulait réenvahir la Pologne et réduire Stalingrad en cendres. Quand on en arrive à ce genre de propagande stupide, on se ridiculise. Et aujourd'hui, c'est que la stratégie du pouvoir est ridicule. Et les gens, je pense que le prince a horreur que le peuple ricane, vous voyez, c'est insupportable pour lui. Il préfère à la limite être insulté d'une certaine manière ou diffamé. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on en est. On fait rire sur le dos du pouvoir, voilà. Et ça, je pense que c'est très inquiétant parce que les professionnels de la communication du système n'ont jamais géré ce genre de problème. Ils savent gérer, ils savaient gérer Jean-Marie Le Pen, qui avait déjà une dimension comique, mais qui était moins prononcée. Et Dieudo, ils savent pas, ils sont en panique. Alors ils essaient de faire du contre-comique ridicule, en ayant fabriqué du Eboué, du rions tous contre le racisme, mais il n'y a pas de talent, ça fait rire personne. C'est l'équivalent du prix Jdanov à la période de l'URSS. Et effectivement, ils ont un gros problème avec un trésor de viralité. Vous tenez absolument à ce que je dis, ce que je pense. Oui. Alors je leur dis merde. C'est pas les sans-papiers, il faut l'instrer, c'est Le Pen, la précarité. Que le ministre de l'Intérieur, au lieu de s'occuper de la sécurité des Français, ce qui est son métier, s'occupe de la police de la pensée et aille prendre au revers de son habit un monsieur qui a un théâtre de 250 places, qui n'est jamais invité à la télévision ni à la radio, et par conséquent ne risque pas de troubler l'ordre public. Après tout, les gens qui vont écouter M. Dieudonné et qui payent pour l'écouter, c'est leur droit, ça ne fait de mal à personne. Pourquoi aller chercher des crosses alors? Le pseudo-artiste, pourquoi un pseudo-artiste? Qu'est-ce qu'il a de moins que les autres? Il est noir, c'est pour ça que ça gêne? Moi, ça ne me gêne pas. Alors, je dis franchement, j'ai pas de problème. Moi, mon deuxième de liste, aux élections de 56, était noir. C'est quoi le racisme? Le racisme antisémitique, ça n'existe pas dans le droit pénal. Ce qui existe, c'est l'incitation à la haine et à la violence. Est-ce que M. Dieudonné a incité à la haine ou à la violence? Dans ses sketchs, il incite à la rigolade. Alors bien sûr, il égratigne des gens. Il égratigne des puissants, mais les satiristes font ça depuis l'histoire du monde. Autrement, il n'y aurait personne. Les gens, si c'était pour dire, mais vous savez, on vient ici, je vais vous faire des vers pour vous dire du bien de M. Hollande, de M. Valls et de Mme Taubira. Mais il n'y aurait personne. Il n'y a pas de clients pour ça. C'est-à-dire que quand on regarde les publics de Dieudonné, on regarde Dieudonné lui-même, penser que ça fait nazi et SS ou SS. Puis ils attestent que le combat avance, que l'audience grandit, mais juste je voudrais revenir sur une chose, si tu permets, si vous permettez très rapidement. Si Cécile permet. Si Cécile permet, voilà. Après Alioune, c'est elle la bosse, hein. Matriarcal, pouvoir aux femmes, comme on dit, parce qu'il se passe quelque chose d'extrêmement grave à l'heure actuelle dans la diaspora. Il y a un frère qui est un ami proche, qui s'appelle Dieudonné Mbala Mbala, qui est véritablement lynché. Quoi qu'on puisse penser de ces idées, je ne suis pas d'accord surtout avec lui, c'est quelqu'un d'universaliste extrême. Moi, je suis beaucoup plus panafricain enraciné. Mais il est véritablement lynché par un lobby sioniste juif d'extrême droite en France qui est aux affaires, qui est dans la finance si chère à El Habib, mais parfois ça ne nous amène pas dans les bonnes directions, et qui, dans cette réalité-là, est en train d'ostraciser toute personne qui critique leur pouvoir inique, leur démarche de suprématie. Et je pense qu'il faut que tout le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans différents endroits dans les Caraïbes, chacun comprenne que le droit à la liberté d'expression n'est pas dû simplement à une élite. Toute personne, homme ou femme, riche ou pauvre, de gauche ou de droite, intellectuel ou personne qui est dans les travaux manuels, a droit à la parole, et il n'est pas normal qu'on ostracise quelqu'un. Dieudonné n'est pas mon Dieu, mon seul Dieu, c'est l'autorité suprême, c'est un ami, mais il n'empêche que Dieudonné est un indice de ce qui se passe actuellement. Il y a une révolte silencieuse qui est en train de se faire à différents endroits, et elle se poursuivra aussi en Afrique. Nous sommes là pour ça, pour que la démarche de justice, d'égalité, de fraternité puisse se faire. Tu vas pas faire de quenelle, hein, voilà. Je pourrais la faire comme ça, mais j'ai envie de dire que la quenelle n'est qu'une entrée dans le repas de l'anti-impérialisme. Le plat de résistance arrive bientôt. Comprenne qui pourra. Donc nous allons...
terminer cette première partie. Vraiment, nous vous remercions, Marcel, d'être passé, ainsi qu'Ousmane. Donc, je rappelle que vous publiez aux éditions L'Armatan, Cardinal Théodore, Adrien Sarr, Soldat de la paix. Donc, vous terminez aussi Je vous parle d'un temps que tous ceux de 20 ans ne peuvent que connaître. C'est qu'à cet âge-là, on dégaine le bras très vite afin de mettre la main près de l'épaule. Et avec un air drôle, se payer les élites. Et plus elles sont connues, plus elles le méritent, plus les bras sont tendus. La quenelle, ce qui veut dire prends dans ton cul. La quenelle, tout est mensonge, on n'en veut plus. Dans les cafés voisins, comme les pays lointains, chacun trouve sa gloire. La quenelle en tout lieu fait de nombreux heureux, chacun construit l'histoire d'un geste rigolo qui dérange au plus haut et sème sur la toile. Avant les libertés d'insolence nationale et d'envie de glisser. La quenelle, ce qui veut dire on n'y croit plus. La quenelle, ton baratin, toi dans ton cul. Et les gratte-papiers, à vouloir l'expliquer, ils passent des nuits blanches par leur esprit malsain. Nous voient en assassin nazi du dimanche, inversant l'air de rien, le salut hitlérien et criant blasphème. Devant nos airs ravis de la faire quand même de glisser à l'envie.